tous ceux qui veulent en savoir plus sur l'architecture, nous vous présentons quelques ouvrages écrits par des passionnés de cet art et qui permettent de mieux l'apprécier. Aux éditions Jaguar, Mosquée miroir de l'islam de Roger Garaudy. Un voyage avec toutes les photographies des mosquées du monde de l'islam, de la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem, le dôme du rocher, symbole de l'unité de la foi abrahamique, juive, chrétienne et musulmane, en passant par l'Alhambra jusqu'à la Koutoubia de Marrakech. Publié par les éditions Gallimard, Eupalinos est un vibrant hommage que le poète Paul Valéry a rendu à l'architecte du Parthénon. Encore et toujours des ouvrages de grande qualité aux éditions Simbad. L'art de l'islam, langage et signification de Titus Burkhardt avec des photographies de Roland Michaud. Un ouvrage très utile pour une compréhension didactique de l'art de l'islam. Construire pour le peuple du grand architecte égyptien Hassan Fthi. Publié par Aperture pour le prix Aga Khan d'architecture, l'architecture et la communauté constituent un panorama de tout ce qui se construit dans le monde islamique moderne. La revue Mimar, revue trimestrielle patronnée par l'Aga Khan, Mimar est à ce jour la seule publication internationale d'architecture pour les pays en développement. La maison d'édition La Manufacture à Lyon vient d'éditer dans la collection L'œil et la main, Le Corbusier et l'architecture du sacré. Dans cet ouvrage, nous avons repris 2 poèmes qui donnent toute sa dimension à l'art architectural. Quand les cathédrales étaient blanches, Charles-Édouard Jeanneret découvrit sur les 4 routes du monde la manière de penser l'urbanisme. C'est ainsi qu'il créa le Modulor et qu'il devint le Corbusier. Vous l'aurez certainement compris, cette phrase est composée de différents titres d'ouvrages de l'un des maîtres de l'architecture, Charles-Édouard Jeanneret, dit le Corbusier. L'Office du livre, installé à Fribourg en Suisse, a édité Architecture de l'islam d'Henri Stirling. Un très bel ouvrage avec des données historiques et culturelles très documentées. L'auteur dirige aussi la collection Architecture universelle dans la même maison d'édition. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très ému et très honoré de vous présenter aujourd'hui cette émission consacrée entièrement au prix Aga Khan d'architecture et par-delà à l'architecture de l'islam. Très ému car il est des hommes comme Son Altesse le Prince Aga Khan et des institutions comme la fondation qui porte son nom, qui œuvrent dans le monde entier pour le rapprochement entre les hommes et les peuples. Et dont malheureusement les médias ne se font pas l'écho, atteints par je ne sais quelle maladie contemporaine, de mettre en valeur les activités négatives des hommes plutôt que les démarches qui laissent à espérer en la nature humaine. Très honoré aussi car le prix Aga Khan d'architecture est un grand moment culturel dans le monde et nous sommes très fiers aujourd'hui de lui donner une large diffusion. J'espère que vous prendrez autant d'intérêt et de plaisir à regarder cette émission que nous en avons eu à la préparer et à la réaliser pour vous. Aga Khan, un nom qui chante dans les mémoires comme un conte des mille et une nuits, mais qui s'ancre pourtant dans une réalité bien présente. Le prince Karim Aga Khan
49e imam héréditaire des musulmans chiites ismaéliens, consacre sa vie aux grandes causes internationales, multipliant en Asie, en Afrique, au Moyen-Orient et en Occident des actions pour le développement économique et social en direction de tous, sans distinction de race ni de religion. Il n'est, à mon avis, aucune autre forme d'art qui exerce sur notre vie même une influence aussi durable. Il est donc du devoir de chacun d'exiger des législateurs, des architectes, des urbanistes, des paysagistes de son pays qu'ils créent un environnement de vie et de travail qui puisse favoriser le plein épanouissement de chacun. Son Altesse, l'Aga Khan. Monsieur Harkoun, vous êtes professeur de civilisation islamique à la Sorbonne et vous êtes membre du comité directeur du prix Aga Khan d'architecture. J'aimerais que, tout d'abord, s'il vous plaît, que vous nous expliquiez un peu qu'est-ce que ce prix Aga Khan d'architecture. Eh bien, ce prix est à mes yeux et aux yeux de tous ceux qui l'ont servi jusqu'à présent, depuis sa création en 1977, une très grande idée. Une idée que je caractériserai volontiers par une grande générosité intellectuelle, parce que Son Altesse Karim Aga Khan, quand il a pensé à créer ce prix-là, n'a pas seulement pensé à l'architecture proprement dite. Il a bien vu que l'architecture, dans toute civilisation, est un acte total. En ce sens que bâtir, organiser l'espace d'une ville pour les hommes qui y habitent, c'est non seulement donner un abri aux hommes, mais c'est également mobiliser toutes les richesses culturelles d'une civilisation. Puisque dans l'architecture, nous voyons concourir à la fois tout l'art de bâtir, toutes les techniques de la construction, mais aussi ce que nous appelons en anthropologie la symbolique, qui nourrit toute la conscience collective d'une nation, d'un groupe, d'une communauté. D'après vous, donc, et d'après Son Altesse le Prince Aga Khan, l'architecture, ou du moins d'après la définition que vous venez d'en donner, serait le départ de la culture. C'est le carrefour de toutes les activités intellectuelles et culturelles caractéristiques, encore une fois, du style de vie d'une communauté et de la manière dont une communauté se saisit, non seulement, encore une fois, dans son habitat et sa manière d'organiser son habitat, mais également dont elle se saisit spirituellement et intellectuellement. Et c'est ce que nous constatons dans l'architecture musulmane, lorsque nous étudions sa genèse historique depuis l'apparition du fait islamique, de l'islam. En effet, dans cette région du monde qui est le Proche-Orient, et qui se trouve être, précisément du point de vue de l'histoire des civilisations, un grand carrefour de traditions culturelles et de traditions de l'art de bâtir. Connaître, c'est éprouver 4 pouvoirs. Le pouvoir de la lettre va du signe à son évanouissement. La trace graphique détache la main de sa racine. La danse et l'image animée emportent ton corps. Le chant et la musique mesurent ton possible. Adhère, sans l'adorer, au savoir poétique. Par la lettre, tu abriteras la pensée. Par le graphe, tu régneras sur le geste volatile. Par la musique, tu blesseras l'être du temps.
ce qui caractérise dès le départ l'architecture musulmane, c'est la rencontre de plusieurs traditions culturelles et de plusieurs traditions architecturales. Voilà pourquoi il nous est extrêmement difficile d'épuiser aujourd'hui l'étude de la genèse historique de l'architecture musulmane, de toutes ses composantes, et par là même, du fait de cette difficulté et de recherche insuffisante sur l'histoire de cette architecture, il est extrêmement difficile aujourd'hui, pour ceux qui bâtissent aujourd'hui l'environnement des pays, dans les pays musulmans, de renouer avec la richesse de cette tradition islamique. Et l'un des objectifs du prix Aga Khan d'architecture, c'est précisément d'encourager la recherche scientifique, historique, pour retrouver ces traditions qui ont caractérisé la production architecturale et urbanistique dans le monde musulman. Malgré les efforts déployés jusqu'à présent, les séminaires extrêmement riches qui ont été organisés jusqu'à présent, eh bien, l'opinion musulmane, qui est la première visée, la première intéressée, l'opinion musulmane n'est pas encore elle-même sensibilisée à ces richesses qui sont les siennes. Et elle n'est pas surtout sensibilisée à la nécessité d'aborder les problèmes du monde musulman contemporain, aussi bien les problèmes politiques, économiques que culturels, à travers le cas de l'architecture. Parce que, encore une fois, quand on regarde comment les musulmans bâtissent aujourd'hui dans les villes, à quel modèle obéissent-ils aujourd'hui? Eh bien, on constate une rupture effroyable, désolante, des musulmans vis-à-vis de leur tradition architecturale et urbanistique. Parce que le modèle qui opère aujourd'hui dans les grandes villes, les grandes métropoles musulmanes, ce sont des modèles importés d'Occident et très mal appliqués lorsqu'ils sont importés dans ces pays-là, pour des raisons économiques évidentes et également pour des raisons de rupture culturelle des musulmans vis-à-vis de leur propre héritage culturel. Et ceci, on le constate lorsqu'on voit ces soi-disant HLM ou ces soi-disant quartiers modernes qui sont bâtis dans toutes les grandes villes que nous avons pu visiter. Ce qui veut dire, professeur, que le prix Aga Khan d'architecture appuie une certaine spécificité d'architecture arabo-musulmane. Exactement, exactement. Arabe, bien sûr, parce qu'il faut bien faire la distinction ici entre arabe et musulman. Le prix Aga Khan d'architecture est un prix d'architecture islamique. Il se place au niveau de l'islam. Et l'islam, comme vous le savez, est historiquement, culturellement et aussi humainement, démographiquement, infiniment plus vaste que le monde arabe. Bien sûr, le monde arabe occupe une place centrale, mais il faut tout de même voir l'existence d'une humanité musulmane qui est très nombreuse, démographiquement parlant, et qui, culturellement et du point de vue justement des traditions de l'architecture, je pense à l'Inde, par exemple, qui est d'une très grande richesse. Je pense à l'Indonésie, je pense au Pakistan, etc., à la Turquie, qui ne sont pas des pays arabes, mais qui, la Turquie, par exemple, l'architecture ottomane, pendant toute la période ottomane, représente dans l'histoire de l'architecture musulmane une période tout à fait exceptionnelle de richesse. Et donc, notre point de vue dans le prix, c'est de regarder tout cet espace. Et ça, c'est nouveau. Et ça, c'est libérateur, toujours, j'insiste sur ce point, libérateur vis-à-vis, justement, des approches idéologiques nationalistes fermées que l'on a aujourd'hui des questions relatives à l'islam, même lorsqu'on les considère du point de vue musulman. Alors que dans le prix, nous n'avons aucune espèce de limitation d'ordre nationaliste, par exemple, ou d'ordre même communautaire, parce qu'il y a aussi les communautés qui sont divisées depuis les débuts de l'islam. Il n'y a aucune espèce de limitation d'ordre idéologique, d'ordre confessionnel, d'ordre sectaire, d'ordre nationaliste, et au contraire, nous regardons avec une entière liberté la créativité dans le monde architectural, et à travers le monde architectural, la créativité, l'originalité, l'authenticité que peut représenter aujourd'hui, ou que devrait représenter aujourd'hui, pour les musulmans d'aujourd'hui, ce que l'on peut appeler la civilisation islamique.
L'architecture, une création. L'islam, une pacification. L'association de ces deux mots donnerait création de paix. Et il n'y aurait pas de meilleure définition de cette architecture islamique qui crée ce sentiment de plénitude par l'harmonie de ses arcades, la sensibilité de ses mosaïques, la recherche éperdue des jeux d'ombre et de lumière, le tout rendant hommage à la fraîcheur de la fontaine d'où jaillit l'eau, symbole de vie. Vous êtes membre du comité directeur du prix Aga Khan d'architecture. La remise de ce 3e prix vient d'avoir lieu. Est-ce que vous pouvez à chaud nous donner un peu vos sentiments? Je suis, je crois, comme tous les architectes du monde musulman, ému par cet événement qui a lieu chaque 3 années, qui nous rappelle l'importance et l'envergure des problèmes et des défis auxquels les architectes du monde islamique font face. Cette année, nous avons eu 6 lauréats qui ont fait la gamme des activités auxquelles nous faisons face. 2 projets de restauration exceptionnels. D'abord, la mosquée Al-Aqsa, 3e mosquée de l'islam, première Qibla pour tous les musulmans, un travail exceptionnel. Deuxièmement, la vieille ville de Mostar, une ville islamique qui a été remise sur pied en Yougoslavie à travers une intervention institutionnelle qui a permis à la vieille ville de regagner la rentabilité de son patrimoine. Aussi, une mosquée en terre qui a été faite par la foi des maçons au Niger, ainsi qu'un complexe de mosquées au Pakistan qui a démontré une action populaire assez marquée par un individu qui a voulu recréer l'artisanat local. Ensuite, nous avons une œuvre classique, le travail de Sedat Eldem en Turquie, un bâtiment qui a presque un quart de siècle d'âge et qui n'a fait que s'améliorer et se valoriser à travers le temps, qui démontre une sensibilité du contexte historique aussi bien que géographique. Et finalement, ici même, dans notre pays hôte, au Maroc, il y a eu un projet d'habitat social dénommé Dar Laman, où on a démontré qu'il était possible, dans une structure dite bureaucratique, de mettre en place un environnement humain et répondant à une résonance de la structure de l'habitat traditionnel au Maroc. Il faut que les architectes aujourd'hui construisent pour aujourd'hui et pour demain, mais il faut que ça soit une inspiration d'une authenticité culturelle. Et je crois qu'à travers toutes ces activités, les séminaires, les publications, aussi bien que les lauréats, le prix Aga Khan d'architecture a vraiment nourri un débat intellectuel important qui a marqué un courant culturel et qui a été surtout marqué par ce qu'on appelle un espace de liberté. The use of the simultaneous interpretation. Arabic will be found on the first channel, English on the second channel, and French on the third channel. However, if the speaker is speaking in either English or French, then Arabic will be on the dernier. Le centre qui est situé au milieu du projet et ouvre sur un certain domaine du site dans lequel il y a donc des terrains de jeu, des jardins entourés de rues, couverts d'arcades, comprenant les souks, les marchés, reliés au groupe par une rue. Et les appartements, vous voyez, sont vastes et on a remarqué que certaines parois internes sont mobiles selon les besoins des propriétaires, en tenant compte également des impératifs de la décoration intérieure. La dimension des pièces, leur superficie augmente au fur et à mesure donc qu'on pénètre au cœur des appartements. Dans l'ensemble du complexe, qui représente donc 4120 habitations, il n'y a pas 2 modèles similaires.
pour faire en sorte que la catégorie sociale soit atteinte, soit visée et soit satisfaite, il fallait que le coût du logement soit le plus bas possible. Et le prix de vente, qui était également l'objectif numéro 1 visé pour atteindre cette catégorie sociale faible revenu, a été également respecté. Il tournait autour de 89 000 dirhams par logement de 3 pièces. Et c'est ça, à mon avis, ce sont les deux points que je voulais vous exposer, l'aspect économique et financier et l'aspect social et social. Serge Santelli, vous êtes architecte français. Est-ce qu'on ne peut pas concevoir que des architectes français et autres puissent construire des projets du type d'Arlaman appropriés à la population maghrébine qui vit en France? En France, oui. Oui, je pense qu'il est tout à fait possible de s'inspirer de cet exemple et par particulier de l'exemple social que cela représente, c'est-à-dire la capacité du gouvernement marocain d'avoir réalisé un projet social très vaste pour une population d'origine sociale très modeste. Et je crois que nous sommes en train, en France, d'envisager ce problème et nous essaierons d'aborder le problème de l'habitat adapté à des familles maghrébines dont le mode de vie est très spécifique et très différent du mode de vie européen, même si en surface, il apparaît que ces familles maghrébines souhaitent s'intégrer activement dans la société française. Comment un architecte français occidental peut-il devenir lauréat du prix Aga Khan d'architecture en 83 pour la résidence andalouse en Tunisie? Lorsque l'on m'a demandé de réaliser cet hôtel, les résidences andalouses, j'ai évidemment utilisé tout le savoir que j'avais pu acquérir lors de ces études pour faire le projet et en particulier la conception architecturale qui est inspirée des espaces traditionnels arabo-musulmans, puisque l'hôtel est constitué, formé autour d'une douzaine de cours intérieures, traitées soit en jardin marocain, de style marocain, soit de cours minérales avec des fontaines, des arbres, qui donnent une ambiance et un caractère arabo-musulman à cette architecture. Alors cette architecture, justement, cette architecture islamique que le prix Aga Khan glorifie, favorise, essaie de faire connaître dans le monde entier, est-ce qu'elle peut s'adapter à l'architecture occidentale? Est-ce qu'il peut y avoir une symbiose entre l'art occidental en général et l'art islamique en particulier? Je crois qu'il n'y a pas de contradiction entre la structure formelle principale, essentielle de l'architecture islamique, qui est en fin de compte très très simple, très forte, constituée à partir des cours intérieures, la cour intérieure étant l'espace dominant, majeur de l'architecture islamique, et c'est cette cour intérieure, c'est l'existence de cet espace fondamental de l'architecture islamique qui m'a inspiré dans le projet de cet hôtel. Aucune architecture n'a pu tirer le ciel à soi comme l'architecture arabe. Ici, le ciel et la terre sont confondus dans une étreinte. Et dans chaque maison de ce vieux quartier, les 4 murs formant la cour sont des colonnes. Elles soutiennent le toit, le ciel. Moumen Ben Abdjine, vous êtes président du Conseil national de l'Ordre des architectes marocains. Qu'est-ce que le prix Aga Khan d'architecture délivré en 86 à Marrakech peut apporter à l'architecture au Maroc? Je crois qu'aujourd'hui les architectes marocains éprouvent une double satisfaction.
Une satisfaction d'abord au niveau de l'effort quotidien qui est effectué par chaque architecte, au niveau de sa recherche, au niveau du travail qu'il effectue dans son agence. Cette satisfaction est due effectivement à la reconnaissance du résultat de ce prix attribué à 2 architectes marocains pour l'effort particulier qui a été déployé au niveau d'un projet d'importance, un projet social, d'habitat social, prix donc qui revêt une double importance au niveau recherche architecturale pure, mais aussi par rapport à une préoccupation purement marocaine, et je pense préoccupation qui est générale à l'ensemble des pays du tiers-monde. L'habitat social aujourd'hui représente au niveau de la construction, du domaine bâti, certainement le champ de préoccupation principal pour nos pays et principalement pour le corps des architectes. Et le projet de Dar el Aman, je pense, par le fait qu'il a été primé, exprime, constitue un encouragement pour les architectes pour la voie qu'ils sont en train de se frayer dans leur recherche par rapport à ce domaine. L'architecture islamique doit avoir aussi une dimension universelle. Je crois d'abord qu'elle l'a eu dans l'histoire. Et aujourd'hui, je pense que cette chose reste encore vraie. En fait, à travers tous les projets lauréats que nous avons pu observer, l'outil, le matériau, le processus, la démarche du promoteur, de l'entreprise, du bureau d'études et de l'architecte donc qui synthétise l'ensemble de ces données, la démarche est la même et les outils sont les mêmes. Nous travaillons tous sur une trame de tissu urbain qui est la donnée des grandes agglomérations de l'ensemble du tiers-monde. Nous travaillons avec des matériaux, des techniques qui sont pratiquement universelles aujourd'hui, et nous travaillons aussi avec une culture occidentale que nous ne pouvons pas ignorer, que nous ne pouvons pas rejeter globalement, et que nous essayons donc chacun par rapport à sa propre entité culturelle d'intégrer à nos données régionales au niveau de chaque pays. Dans un cas, c'était la création d'un maître d'œuvre. Dans un autre, on a voulu honorer les mâles, tous les artisans, indépendamment de la qualité globale esthétique de l'œuvre, c'est-à-dire c'était l'instrumentalité de cette architecture. Alors n'intellectualisons pas trop l'architecture, parce que là on arriverait au contraire, on s'éloignerait de son cœur populaire et de la dimension participative qui d'ailleurs existe dans les deux mosquées. Dans les deux cas, et dans l'exposé qu'on a eu le premier et le second, nous voyons que le génie consiste dans la participation. Et parler des matériaux, qu'ils soient locaux, nouveaux et secondaires, s'ils viennent de l'extérieur, ils ne s'adaptent pas. Dans le cas, par exemple, de la mosquée qu'on a vue du Niger, c'est une mosquée en pisé, mais c'est des technologies évoluées par la population. C'est un processus endogène qui est venu du cœur. Ce ne sont pas des brochures et des conseils venus de laboratoires extérieurs. Et l'architecture islamique passe par une phase d'introspection. Elle s'auto-analyse. Elle veut trouver ses propres solutions à ses propres problèmes analysés par eux. Et si je veux dire une chose pour ce jury, c'est peut-être un hasard, mais c'est la première fois à ma connaissance que l'ensemble des prix sont des prix dont la localité et la nationalité de l'architecte coïncident dans les sites. Et j'appelle pas ça un renfermement ou une xénophobie, bien loin de là. Nous avons tout à apprendre de l'extérieur, mais que l'extérieur nous respecte un peu et nous laisse le minimum d'intimité nécessaire pour nous retrouver. Merci. D'adapter des choses qui sont issues de notre culture, de notre civilisation, peut-être en utilisant des techniques qui viennent d'ailleurs, mais la technique, très rapidement, elle devient universelle, elle n'appartient à personne. Nous avons utilisé du béton, mais le béton, tout simplement, nous permettait de construire très rapidement et à un faible coût. Nous ne faisons pas de la démagogie. Nous ne voulons pas dire qu'il faut construire avec des matériaux locaux, ça c'est les étrangers qui veulent nous faire ça, parce que pour eux, ils sont en train... Chez eux, ils ne construisent pas en terre. Alors pourquoi ils veulent qu'on construise en terre? Ici, nous avons une tradition très très importante et ancienne, on construit en terre. La moitié du Maroc est construite en terre. On ne va pas venir nous l'apprendre et on continue à le faire actuellement. Et on construira en terre, mais seulement pour des choses comme Dar el Aman, qui doivent aller très très vite, qui doivent être conçues d'une autre manière. Nous ne sommes pas, et il ne faut pas non plus venir nous dire
des techniques modernes ne correspondent pas au pays du tiers-monde. Vous habiteriez, vous, à Darlaman? Si on avait un budget beaucoup plus important, et pour une clientèle aussi importante, et avec des moyens aussi importants, pourquoi ne pas faire une conception, je la répéterai, mais avec, bien sûr, dans le même esprit, mais avec beaucoup plus de confort, bien entendu. Non, je dirais que sur le plan de l'espace, bon, vous me dites si je pouvais habiter dans une cité comme ça. C'est-à-dire une cité comme ça, elle a tout pour me convenir. Dans ses traitements, dans ses équipements, dans disons, la qualité du confort phonique, d'isolation thermique, tout ça, ça me convient, puisqu'on a quand même fait vraiment le maximum qu'on pouvait faire avec les conditions locales. Donc sur ce plan-là, ça ne me gênerait pas. C'est des logements qui font quand même 80 mètres carrés. Mais au Maroc, nous, 80 mètres carrés, c'est petit. C'est tout, mais à Paris, je sais qu'un appartement de 80 mètres carrés, c'est déjà très grand. Moi, j'habiterais en France dans un appartement de 80 mètres carrés. En plus des différentes formes architecturales et tout, la notion d'espace, c'est peut-être aussi un élément très, très important et significatif de l'architecture arabo-musulmane, donc quand même. Ben, la notion d'espace, c'est-à-dire que dans cette cité, il faut aussi rappeler que les gens qui habitent ne vont pas manquer d'espace. Nous avons essayé dans la conception justement, et je crois que c'est l'une des réussites de cette cité Darlaman, de compenser l'espace privatif de l'appartement par des espaces semi-publics ou publics extérieurs où les gens vraiment se retrouvent et qui leur appartient. Cet espace leur appartient. Et disons, c'est là-dedans, je crois, que la force du projet. Il n'y a pas que des espaces de transit, des routes, des choses comme ça. Nous avons créé des espaces de stationnement que les gens se sont appropriés, où les enfants jouent, comme ça a créé des prolongements de la maison. Donc ce qui manque dans les appartements, puisqu'on ne pouvait pas, il fallait qu'on s'adresse à une population qui avait des revenus moyens très modestes, on ne pouvait pas leur charger, les charger avec un budget très important, ils ne pouvaient jamais accéder à cette propriété. Donc on leur a construit une cellule minimum pour eux, et puis on leur a donné des espaces collectifs où ils pouvaient disons, s'épanouir, s'élargir et s'étendre. Des lieux de rencontre. Donc, c'est cette conception qui est différente. Et c'est pour ça que je vous disais que moi, bon, je n'ai pas l'habitude de vivre dans un espace comme ça prolongé, mais si j'avais à le faire, certainement que je m'y ferais. Mais je pense que ce n'est pas une restriction d'espace sans compensation. Nous avons compensé cette restriction par d'autres choses. C'est ainsi que nous disposons, par exemple, d'espèces de grands patios collectifs entourés de maisons que les gens se sont appropriés. Il faut aller vivre là-bas. Les gens, quand ils ont maintenant un mariage ou une fête, s'approprient cet espace et ils ont leurs invités au milieu des maisons. Ça fait comme chez eux une grande maison collective. Tout part à partir de la place. À partir de la place, vous avez d'ailleurs des points, des accès qui ont été bien mis en valeur, de manière à ce que ce soit l'entrée de la cité. Je ne sais pas, vous le savez, comme vous le savez certainement, Fès est une grande cité. Mais dans le temps, comment vivaient les gens à Fès? C'était des quartiers. Et chaque quartier avait son entrée, avait donc sa porte. De manière à ce que même, ça se passait comme ça d'ailleurs, de mon temps à Fès, les gens le soir, ils étaient bien gardés. Les quartiers étaient fermés. La communication entre le quartier ne se faisait pas librement et à tout le monde. Elle se faisait avec beaucoup de restrictions puisque le gardien, lui, est de la porte. Pour ouvrir, il fallait annoncer son nom. Donc, vous annoncez, si vous êtes connu, il vous permet de rentrer. Si vous n'êtes pas connu, il vous pose la question chez qui vous allez, etc. Donc, on a essayé de retrouver un petit peu cet esprit dans Darlaman. Évidemment, pas avec les mêmes restrictions, puisque les gens évoluent, le temps aussi, etc. Mais il fallait quand même s'inspirer de cette façon de faire, cette façon de vivre. Donc, les accès sont donnés à partir de la place centrale. Il y a donc 5 pénétrations dans la cité. Et ces pénétrations chacune conduit justement à un quartier, lequel quartier est subdivisé en maisons, lesquelles maisons sont orientées vers un patio. Donc on retrouve, en gros, ce qu'on avait dans le temps dans les cités de Fès ou dans les quartiers de Fès, on le retrouve à Darlaman. Ces éléments créent l'harmonie. Vous êtes les lauréats du prix Aga Khan en architecture. Alors, honnêtement, qu'est-ce que ça vous fait? Je crois que c'est le plus grand couronnement d'un architecte, qui est celui de recevoir le prix Aga Khan, car comme vous le disiez si bien, c'est un prix international, et nous en sommes fiers
à la fois pour nous, pour la profession et pour le pays. Aziz? Moi, je crois que ça me donne des ailes, puisque je vais essayer maintenant d'essayer de faire de l'architecture, parce que je vois qu'il y a quand même, quelque part, des gens qui essaient de voir les choses qui sont importantes et les choses qui ne sont pas importantes. Le projet d'Arlaman est un projet, si vous voulez, sur certains plans modestes. Il ne révolutionne pas l'architecture sur le plan formel, mais je crois qu'il y a des gens qui ont ressenti qu'il y avait d'autres dimensions dans la pratique de l'architecture. Et cette dimension, il faut quand même la couronner un jour, puisqu'elle n'est pas toujours visible. Et je crois que c'est ça qui me passionne le plus. Ce n'est pas la chose qu'on voit comme ça, à premier abord, mais la chose dans laquelle il faut rentrer et qu'il faut sentir beaucoup plus profondément. Figure murale et la crête solaire et le feston de la porte et ce réseau qui réduit l'espace et rend le monument raisonnable à la taille des respirations humaines. Toute floraison de la pierre, et le narcisse en est jaloux, comme la bouche est jalouse de la répétition des baisers, jalouse l'arcade parfaite au-dessus de l'œil de la femme, toute mosaïque, avec son étrange régularité des motifs, comme si j'avais bleui de mes lèvres une chair également où saignent ici et là les traces de ma cruauté. Toute constellation céramique où les yeux prennent un plaisir plus grand qu'à la contemplation de la nudité, et les salles sont de fausses portes et d'arcatures comme la peau du lézard. C'est un prix qui encourage non seulement la conservation, mais également l'innovation surtout et la création. Car toute culture qui reste figée, qui n'évolue pas, ou qui croit évoluer en faisant du pastiche, est une culture morte. Et le fait que le prix de l'Agacan soit remis ici, dans cette ville de Marrakech, est pour moi, comme Marocain et membre du jury, vraiment quelque chose qui fait un très grand plaisir. Deuxièmement, le prix de l'Agacan n'est pas tellement dans les prix ou dans le choix des lauréats, il est dans la discussion qu'il suscite à travers le monde et l'encouragement qu'il apporte aux créateurs. Mehdi Manjra, on dit prix Agacan d'architecture islamique, d'inspiration islamique. Est-ce que vous ne pensez pas, encore une fois, que par rapport à l'Occident, ce serait une architecture conservatrice, fermée sur elle-même? Comme vous le savez très bien, dès qu'on dit islam dans l'Occident, ça suscite plutôt des inquiétudes qu'autre chose. Non, je ne pense pas. Ça suscite des inquiétudes chez les autres. Mais le monde musulman est en train de se rechercher. Et pour ceux qui veulent le comprendre, je crois que s'ils utilisaient l'architecture, c'est-à-dire la créativité comme indicateur, ils comprendraient beaucoup de choses qu'ils ne voient pas à l'heure actuelle. C'est une société en mutation, c'est une société qui se cherche. Et je le dis franchement, c'était mon attitude dans le jury, plus on la laissera tranquille, le plus elle se trouvera. Que ce soit au niveau des arts, que ce soit au niveau de la création, qu'on nous laisse commettre nos propres erreurs. Du Parthénon, l'architecte Balinos ne quittait guère le chantier. Je crois bien qu'il en connaissait toutes les pierres. Il veillait à la précision de leur taille.
Il étudiait minutieusement tous ces moyens que l'on a imaginés pour éviter que les arêtes ne s'entament et que la netteté des joints ne s'altère. Il ordonnait de pratiquer des ciselures, de réserver des bourrelets, de ménager des biseaux dans le marbre des parements. Il apportait les soins les plus exquis aux enduits qu'il faisait passer sur les murs de simples pierres. Mais toutes ces délicatesses ordonnées à la durée de l'édifice étaient peu de choses, au prix de celles dont il usait quand il élaborait les émotions et les vibrations de l'âme du futur contemplateur de son œuvre. Dans l'échelle du plus petit au plus grand, dans le don du plus grand au plus petit, le nombre serpente ici, bleu et rouge, pour moduler l'or, l'entre-deux, ciel, site, échelle, mouvement, centre, vide. Carré lumineux de la cellule, carré d'ombre noire, carré du porche médian, moduleur pour bâtir, entre deux. L'oreille ici devant l'œil qui voit. Musical, le pan de verre retourne de sa peau frémissante, le dedans en dehors, l'extérieur en intérieur. Entre deux, la main de la sagesse qui sait la vie par le pétrissement. La main a travaillé pour édifier l'ouvert médian de paix et de silence dans les tensions de rudes combats. La main franchise, clarté pure de l'esprit incarné, chair ravie de lumière. Une main ouverte par ces 25 ans de béton dressé, ces 25 ans de mesures établies par l'accord et la pureté, conduit nos 25 ans vers l'émouvante volonté et l'exigeante poésie de bâtir. À propos du prix Aga Khan en architecture, est-ce qu'ils sont contents, est-ce qu'ils sont fiers d'avoir été les lauréats? Nous n'avons jamais été contents comme aujourd'hui parce que à travers cette fête, nous avons connu beaucoup de gens et aussi nous profitons de l'occasion pour remercier le prince Aga Khan qui nous a fait connaître à travers notre mosquée. Cette mosquée, nous l'avons réalisée pour exprimer notre foi. Moi, étant le responsable de la communauté musulmane de Yama, on m'a désigné pour venir assister à cette cérémonie de remise du prix Aga Khan. De qui il a appris le métier de maître maçon? Quand j'étais enfant, j'étais à l'école coranique, donc on m'a confié à un marabout qui devait m'apprendre l'école coranique. Alors ce marabout, nous l'aidions à fabriquer sa propre maison. Donc j'ai appris le métier de maçon en aidant mon maître. Pourquoi ça a duré si longtemps, pendant 25 ans? Cette mosquée a pris 25 ans parce que d'abord c'est une œuvre communautaire.
Personne ne travaillait là-dessus pour avoir de l'argent. C'était un travail que tout le village faisait. Et donc, par exemple, au moment de la saison des pluies, nous nous adonnons aux travaux champêtres. Et c'est quand nous avons un temps libre que nous nous mettons à la construction. Elle a pris beaucoup de temps aussi parce qu'elle a été réalisée en plusieurs étapes. Est-ce que Haj Folke pense construire une autre mosquée dans un autre village au Niger? Actuellement, j'ai 60 ans, je suis assez vieux, mais tout de même, j'ai 2 enfants à qui j'ai appris le métier de construire. Et je crois qu'il suffit pour assurer la relève valablement. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Sadruddin Khan, vous êtes l'oncle du prince Aga Khan et en tant que proche de la famille et proche de cette fondation, est-ce que vous pouvez nous dire un peu quelques mots sur cette fondation Aga Khan et surtout ce prix d'architecture Aga Khan? Je crois que le prix Aga Khan a déjà été, au fond, une inspiration pour beaucoup de jeunes architectes du tiers-monde qui maintenant se rendent compte que grâce au séminaire et grâce à l'attribution des prix, on donne un nouvel essor à cette tradition islamique et que finalement l'Europe a beaucoup à apprendre aussi en examinant les avantages, la qualité, le côté rationnel et équilibré de la tradition de l'architecture islamique. Je crois qu'il y a dans la tradition architecturale islamique une continuité, une pureté, un dépouillement qui s'adapte tout à fait aux besoins de l'architecture contemporaine, surtout dans le domaine des logements à caractère sociaux, pour essayer de diminuer cette espèce d'énorme écart entre l'architecture des riches et l'architecture des pauvres. Il faut construire aujourd'hui une architecture qui est adaptée aux besoins et surtout qui est adaptée à l'expansion démographique des pays en voie de développement. Tout en étant une architecture islamique, elle peut avoir une dimension universelle. Absolument. Elle a une dimension universelle. Je crois que d'abord, elle a un caractère tout à fait cosmique qu'il faut comprendre. Il y a toute une série de symboles qui méritent d'être explorés. Je crois que c'est ça aussi le but de la Fondation Aga Khan pour l'architecture. Et finalement, cette tradition architecturale islamique est beaucoup plus proche de la nature, dont l'homme fait partie. Elle comprend les valeurs de l'absolu, le ciel, la terre, les forces théoriques, les forces cosmiques,
Je crois que ça, c'est très important à souligner. Je crois que c'est peut-être une tradition de l'architecture qui s'est perdue avec le béton armé, avec tous les excès qu'on voit dans les constructions de gratte-ciel, etc. en Occident, et que l'architecture islamique, si elle est comprise par les architectes européens et les architectes américains, aura beaucoup à leur apporter. Sadreddine, pour conclure en quelques mots, c'est le 3e prix Aga Khan d'architecture, c'est sa 10e année. Est-ce que vous pensez que les objectifs que vous vous étiez donnés il y a 10 ans sont atteints? Écoutez, je pense que le succès de ces manifestations, comme celle de Marrakech, prouve l'intérêt maintenant de la communauté internationale pour les recherches de ce prix Aga Khan, les recherches de ces séminaires, de ces colloques, cette extraordinaire fertilisation par ces rencontres, et le fait aujourd'hui que les prix aussi symbolisent l'essor d'une nouvelle architecture islamique, révolutionnaire et en même temps conforme à ses traditions. Alors je crois que ça a valeur de symbole. Je crois que beaucoup d'architectes dans plusieurs pays prennent connaissance de nos travaux. Et je crois que ça montre que toute la politique du prix d'architecture était juste et que de 3 ans en 3 ans, lors des distributions des prix, on va voir de plus en plus une sorte d'éveil de la tradition islamique. C'est ce que nous recherchions quand le prix a été créé. Cherche l'harmonie a le sens du sacré. Il est des choses qu'on n'a pas le droit de violer. Le secret qui est en chaque être, un grand vide illimité, où l'on peut loger ou ne pas loger sa propre notion du sacré, individuel, totalement individuel. Cela s'appelle aussi la conscience. Et c'est cet outil de mesure des responsabilités ou des effusions étendues du saisissable à l'insaisissable. Ma certitude, c'est que le sentiment religieux ne peut pas, hors d'un tête-à-tête, chez soi, au calme, émaner de peinture ou autre représentation, mais seulement d'une ambiance, fait architectural du paysage. On doit être enveloppé et non pas intéressé intellectuellement. Je voudrais proposer au nom de Thierry Kefiti, et je suis sûr à votre nom tous, un remerciement particulier à l'équipe de gens qui a organisé tout cela. Les gens qui ont préparé les diapositives, qui ont marché d'une manière extraordinaire pendant 2 jours, les gens qui ont préparé les tentes, la nourriture, les billets, les calèches, les je ne sais quoi, une équipe étonnante qui, depuis des semaines, des mois, travaille à Genève, à Marrakech, à Rabat, se passe dans les toiles des ministères, et tout ce qu'on voudra, les compagnies d'avion. Mais je crois que jamais nous n'aurons réussi à faire ce que nous avons fait sans eux. À la suite d'une journée d'un séminaire très intense, où les idées se sont confrontées pour finir par se compléter, des architectes, des universitaires des 4 coins du monde ont eu la possibilité de visiter Marrakech-la-Rouge. Cette ville, qui, comme aimait à le dire Hassan Fathi, est vraiment issue de la terre qui la soutient et en porte la couleur. Rouge et jaune colorié par la main d'un écolier en madras en tablier.
à moi l'Afrique. À moi, à moi, à moi, à moi l'Afrique. À moi, à moi, à moi l'Afrique. Mon enfant se retrouvait, tu te reprends à rêver, tous tes livres, ils étaient vrais. À moi, à moi, à moi l'Afrique. À moi, à moi, à moi, à moi l'Afrique. Serpent de lune et parfum, l'odeur du thé au jasmin m'ont apporté de la main. À moi, à moi, à moi l'Afrique. À moi, à moi, à moi l'Afrique. À moi, à moi, à moi, à moi l'Afrique. Rouge et jaune colorié par la main d'un écolier en madras en tablier. À moi, à moi, à moi l'Afrique. À moi, à moi, à moi l'Afrique. Tout redevient neuf et beau, mon âme marche en sabot, mes bras s'ouvriront demain, l'avenir n'est pas si loin. À moi, à moi, à moi, à moi l'Afrique. Alors, Monsieur Saïd Zulfikar, vous êtes le secrétaire général du prix Aga Khan d'architecture. J'aimerais, si vous voulez bien, que vous nous fassiez un peu l'historique de la création de ce prix Aga Khan d'architecture. Le prix Aga Khan d'architecture est une organisation non gouvernementale qui a été créée en 1977 par Son Altesse le Prince Karim Aga Khan pour éveiller les consciences dans le monde islamique principalement, mais également dans le tiers-monde, quant à la diversité, quant à la qualité, quant à la richesse de son patrimoine architectural et culturel, que ces peuples sont en train de soit d'oublier, soit de perdre complètement. Nous avons trois activités principales. La première étant l'octroi d'un prix, ou deux prix tous les 3 ans, dont le montant global est d'1 demi-million de dollars. Notre deuxième activité principale, ce sont les colloques et les réunions que nous organisons de par le monde. Et le troisième, ce sont nos publications. Alors, en ce qui concerne les prix que nous accordons tous les 3 ans, c'est l'activité principale. Nous prenons en considération, comme élément de considération pour le jury, tout l'aspect économique, culturel, social, écologique qui entoure la réalisation. Ce n'est pas simplement une esthétique qui reçoit un prix, mais c'est tout l'environnement qui a contribué à ce que ce prix s'intègre dans le tissu traditionnel de cette région et s'intègre surtout dans l'environnement naturel.
Deuxièmement, ce n'est pas un prix qui est donné uniquement à des sommités, à des personnalités du monde architectural connues, à de grandes œuvres, mais nous essayons de toucher toute la créativité architecturale du tiers-monde en incluant dans nos projets des réalisations d'artisans, de ma'allim, de bâtisseurs, de maçons, dans le monde rural, de l'architecture vernaculaire. Et nous avons donné plusieurs fois déjà des prix à des inconnus. Nous choisissons des réalisations qui sont contemporaines, mais dont tout l'aspect théorique, conceptuel se rattache ou retrouve ses sources et s'inspire dans le patrimoine architectural et historique. Nous essayons d'arriver à une symbiose entre le passé historique et la technologie moderne. Depuis une trentaine d'années, une quarantaine d'années tout au plus, le tiers-monde est envahi par toutes sortes de technologies, de techniques nouvelles, qui ne lui sont pas propres et qu'il assimile très vite, en très peu de temps, sans pouvoir les digérer. Le résultat sur le paysage urbain, le paysage bâti, maintenant rural également, est particulièrement néfaste. C'est une très grande inquiétude que le cadre de vie est en train de se détériorer. En fin de compte, on n'est pas en train de résoudre du tout le problème de l'habitat. On est en train de créer pour l'avenir, et même pour le présent, de très graves problèmes d'intégration des populations à un cadre de vie qui n'est pas du tout conforme à leur culture, ni à leur climat. Nous essayons par nos diverses activités d'être catalyseurs, si vous voulez, d'éveiller les consciences. Ce sont des consciences qui sont soit dormantes, soit inexistantes. Tous les pays du tiers-monde souffrent d'un genre d'aliénation culturelle qui est due à un genre de complexe d'infériorité qui oublie son passé ou le nie. Mais on peut le nier théoriquement. Quand on le nie culturellement, je pense que le résultat qu'on voit dans l'architecture est particulièrement néfaste. Et je ne peux pas préjuger la politique ou le programme du prix dans les années à venir, mais vu que l'année 1987 sera l'année internationale des sans-abri, je pense que notre fondation également essaiera de se concentrer dans les 3 années qui viennent sur l'aspect de l'habitat du grand nombre. Créée en 1967, la Fondation Aga Khan est une institution laïque qui promeut le développement et l'aide sociale. Principalement en Asie et en Afrique, mais elle a des représentations et des fondations affiliées un peu partout dans le monde. C'est ainsi que la Fondation Aga Khan gère au travers de ses services de santé, d'éducation, d'assistance en milieu rural, 5 hôpitaux, plus de 200 centres de soins et de dispensaires, environ 300 établissements scolaires et d'éducation, sans oublier l'université Aga Khan de Karachi au Pakistan, dont une faculté des sciences de santé et un centre hospitalier universitaire de 720 lits.
C'est en 1976 que l'Aga Khan a institué, pour encourager des réalisations exceptionnelles dans le domaine des arts et des sciences, la fondation des prix Aga Khan, et notamment le prix d'architecture. C'est ce prix, décerné tous les 3 ans depuis 1980, qui nous amène aujourd'hui à Marrakech pour récompenser 6 œuvres sélectionnées parmi 225 projets retenus dans le monde. قبل أن نفتتح أعمال مؤتمرنا هذا نتقدم قبل كل شيء بتوجيه جزيل الشكر ووافر الإعجاب والتقدير لجلالة الملك الحسن الثاني عاهل المملكة المغربية وباعث النهضة الفنية الحضارية، تلك النهضة الحضارية التي قدمرت ذلك التراث المعماري والفني العزيز الذي حاز إعجاب العالم، أصبح في المغرب الحديث تراثا حيا. تغمرني المسرة والحبور وأنا أترأس نيابة عن صاحب الجلالة الملك الهمام حفلكم الكريم هذا بمناسبة تسليم جائزة صاحب السمو الأغا خان للعمارة التي تكافئ المشروعات التي لها قيمة لتطوير حساسية جديدة بالثقافة والبيئة وتشجع الإنجازات الفنية والعلمية الأصيلة. إنها درر غالية تبين بجلاء أن حدث تسليم جائزة الآغا خان للعمارة بالمغرب تدخل ضمن مشاغل بلادنا ملكا وحكومة وشعبا في التوفيق الناجح بين الأصالة والمعاصرة، بين الجمال ومعطيات الواقع. مرة أخرى تحية لأريحية صاحب السمو الآغا خان وهنيئا لمن فاز بالجائزة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. J'invite Son Altesse l'Aga Khan à adresser la cérémonie. Son Altesse royale, le prince héritier Sidi Mohammed, Son Altesse royale, le prince héritier Sidi Hassan, Messieurs les ministres, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, il y a 9 ans environ, un petit groupe d'intellectuels et de chercheurs musulmans se sont réunis à Aigues-le-Monde dans une ambiance à la fois intime et très animée. On avait voulu alors poser quelques questions sur l'environnement bâti dans le monde musulman d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Si on était unanime à exprimer la fierté sur les œuvres léguées par le passé,
On a dû en revanche soulever une multitude d'interrogations au sujet du présent et de l'avenir. Notre présence aujourd'hui au Maroc, en présence de Son Altesse Royale le Prince héritier Sidi Mohammed, Son Altesse Royale le Prince héritier Sidi Hassan de Jordanie et des ministres de l'Égypte, du Niger, de la Turquie et de la Yougoslavie, pour rendre hommage aux hommes et aux femmes qui courageusement, généreusement, ont multiplié les recherches et qui, à travers les œuvres que nous allons honorer aujourd'hui, nous proposent des réponses aux questions que nous nous avons soulevées il y a près d'une décennie. Le prix peut se féliciter aujourd'hui d'avoir encouragé tous les efforts, toutes les volontés dirigées vers la promotion d'une architecture digne de notre tradition culturelle islamique et en même temps ouverte aux apports de la modernité. Marrakech a connu une gloire et un rayonnement culturel qui ont dépassé les limites du Maroc actuel pour atteindre l'Andalous et l'ensemble du Maghreb. Dès notre premier séminaire, nous n'avons cessé de nourrir l'ambition de renouer avec les grands enseignements, les réalisations culturelles exemplaires, l'humanisme ouvert, tolérant, émancipateur, l'inspiration spirituelle qui caractérise notre tradition commune. L'islam s'est éloigné de ses propres conquêtes humanistes, de sa propre culture, en même temps qu'il s'est laissé distancer par un Occident qui n'a cessé, au contraire, d'accélérer sa marche vers la modernité. Dans le grand vide créé par une longue évolution historique, il ne faut pas s'étonner si des représentations négatives se sont répandues et gagnent encore aujourd'hui à propos du monde musulman. Convaincu que l'architecture est un acte culturel total, engageant à la fois les valeurs éthiques et esthétiques, les capacités d'émotion, les richesses économiques d'une communauté, le prix vise à aider les praticiens de toutes les disciplines à s'insérer dans notre modernité. Les membres des comités directeurs et des grands jurys qui se sont succédés tous les 3 ans ont ouvert un champ de réflexion et de recherche sur ce que représente exactement la tradition islamique et la modernité. Tout dans la tradition n'est pas vieux et démodé. Tout dans la modernité n'est pas porteur de progrès et de plus grande efficacité. Une culture atteint un niveau optimum d'efficacité, de rayonnement, de fécondation dans l'existence de ceux qui en vivent et la reproduisent, lorsque toutes les activités qui la composent se confrontent, s'interpénètrent et convergent vers l'intégration générale de la société. Il ne s'agit pas aujourd'hui d'imposer une théologie, une philosophie, une morale, mais de pousser toujours plus avant un effort d'analyse, de compréhension, d'explication, pour donner à la pensée islamique actuelle tous les moyens de connaître objectivement son passé, de participer activement à l'aventure en cours de la modernité. Mais après 9 années d'efforts, nous découvrons à travers les œuvres primées la grande vitalité du monde islamique. Nous avons tous ensemble fait un acte de foi. Et ce n'est pas sans une profonde émotion que je puis dire aujourd'hui que nos efforts communs ont été très largement récompensés. Nous pouvons, je crois, regarder l'avenir avec une confiance accrue, puisée dans les résultats acquis et dans l'inépuisable dynamique spirituelle de l'islam. Merci. Nous arrivons maintenant au CIPRI, la Maison de la Sécurité Sociale à Istanbul en Turquie. La Maison de la Sécurité Sociale, dont l'architecte est M. Sedat Hakkı Eldem, est une réalisation exemplaire au plan de sa qualité architecturale et de son intégration particulièrement sensible au contexte urbain. Elle doit cette valeur architecturale à une adaptation habile et simple des principes modernistes et du vocabulaire industriel utilisé.
J'appelle son Excellence le ministre Mukerrem Tachorlou, ministre du Travail. Conservation de la vieille ville de Mostar, en Yougoslavie. Ce projet est primé pour l'excellent travail de restauration effectué sur la totalité du centre historique de Mostar, en Bosnie-Herzégovine, dont l'origine remonte au XVIe siècle. Les divers travaux de restauration, qui comprennent de nombreuses constructions de types différents, allant du pont historique, aux mosquées, en passant par les magasins et les habitations privées, ont été exécutés de façon exemplaire. Alors j'appelle le directeur de l'association Stalingrad, M. Djihad Fasic. Projet marocain d'Argleman, cité d'Argleman à Casablanca. Au moment de sa construction, Dargleman était le plus vaste projet public d'habitat individuel jamais entrepris au Maroc. Cette réalisation, grâce à sa cohésion, représente une réussite en matière de logement destiné à des familles à revenus modestes. De par son importance, l'espace public urbain prolonge le cadre de vie, de même qu'il contribue à intensifier la vie communautaire. L'aménagement de la cité d'Argleman représente à bien des égards une approche novatrice dans le domaine de l'habitat. Une attention toute particulière a été portée aux problèmes de sécurité, spécialement en ce qui concerne les enfants. Le recours au traitement informatique a été d'une aide précieuse pour réduire au plus bas le coût de cette opération diversifiée, ainsi que le temps de construction. J'appelle M. Fadel Lahlou, qui est dirigé le projet. Les architectes Abdelrahim Sharaï, l'architecte Abdelaziz Lazrak, Y avoir ni fausse tradition, ni modernisme factice, mais une architecture qui sera l'expression permanente et visible du caractère de la communauté. Ceci n'est pas autre chose qu'une architecture entièrement nouvelle. Conservation de la mosquée Al-Aqsa. Ce projet a été primé pour l'excellente qualité des travaux de restauration entrepris tant sur la mosquée elle-même que sur l'ensemble monumental Al-Haram al-Sharif. En 1969, un attentat à l'explosif a provoqué un incendie qui a gravement endommagé les fresques du XIVe siècle. La majeure partie des travaux qui ont été réalisés sont
tant au plan technique qu'au plan scientifique, d'un très haut niveau. Son Excellence Cheikh Mohammed Mhailan, président du comité de restauration. L'architecte Assam Awad, l'architecte en chef du comité de restauration de la mosquée Al-Aqsa. C'est la mosquée du village de Bang au Pakistan. Ce projet reçoit le prix en récompense de l'effort important entrepris par une seule personne. Raïs Ghazi Mohammed devait consacrer 50 années de sa vie à cet énorme projet, de 1930 jusqu'à son décès en 1980. Période au cours de laquelle il fit appel à des artisans spécialisés de divers corps de métier, à des maîtres maçons venus de tout le Pakistan et de l'Inde. Pour le jury, l'œuvre de ces artisans au cours de 2 générations mérite d'être reconnue. J'appelle Sardar Raïs Shabir Ahmed. La mosquée de Yama au Niger. La communauté de Yama au Niger souhaitait réaliser une mosquée grandiose qui fut le symbole de leur dévotion à la foi islamique. L'architecte et maître maçon, Falke Marmou, a su exaucer ce vœu et le dépasser même en utilisant des techniques sophistiquées et en faisant preuve d'une grande originalité. L'enthousiasme avec lequel d'autres villages au Niger suivent l'exemple de cette réalisation, allant jusqu'à solliciter les services de l'architecte maçon, prouve à quel point cette œuvre de qualité est appréciée en dehors de Yama. Falke Marmou. Sagesse qui sait la vie par le pétrissement, la main a travaillé pour édifier l'ouvert médian de paix et de silence dans les tensions de rudes combats. La main, franchise, clarté pure de l'esprit incarné, chair ravie de lumière. Une main ouverte par ces 25 ans de béton dressé, ces 25 ans de mesures établies par l'accord et la pureté, conduit nos 25 ans vers l'émouvante volonté et l'exigeante poésie de bâtir.
Alors n'intellectualisons pas trop l'architecture.